soir-là, Beacon Hills avait l'apparence d'un miroir sans teint. Derrière, il y avait un rivage, des forêts. Il pleuvait, il y avait un décor, un rivage, des forêts, des montagnes, la cime des arbres, le vent et un espace qui était tamisé par la lumière de la lune. Cette nuit-là, lors de la chasse sauvage, Beacon Hills ressemblait uniquement à une ville fantôme, un miroir sans teint. Cette nuit-là, Beacon Hills ressemblait à un miroir sans teint. Il y avait un paysage, il y avait des brumes, il y avait du vent, il y avait de la pluie. À l'extérieur, il faisait froid. À l'extérieur, il faisait froid. On pouvait sentir la pluie taper contre les vitres. On pouvait sentir la pluie joncher les murs. Mais à l'extérieur, c'était comme dans un miroir sans teint. À l'extérieur, c'était comme dans un miroir sans teint. Il y avait un paysage, il y avait une brume sèche à travers laquelle on ne voyait pas au-delà de 1 mètre. Il y avait cette brume sèche au-delà de laquelle on n'y voyait pas. Par-delà 1 mètre, on ne pouvait pas y voir le paysage. Il y avait cette brume qui recouvrait l'entièreté de Beacon Hills, ce paysage qu'on ne pouvait plus voir, ce paysage qu'on ne pouvait plus voir. Tel un miroir sans teint, on nous voyait de l'extérieur, mais de l'intérieur, on ne nous voyait pas. On pouvait se trouver à l'intérieur de chez nous, ce qu'il y avait à l'extérieur, on ne le voyait pas. On pouvait se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe l'endroit où on se trouvait. On ne voyait pas ce qu'on avait devant nous. Cette nuit-là, Beacon Hills ressemblait à une brume, à un nuage, à un miroir sans teint. Tout ce qui pouvait teinter la lumière de la lune, la lumière de l'extérieur. Tout ce qui pouvait teinter la lumière de l'extérieur, les néons, les lampadaires dans les rues, la lune qui éclaircissait l'entièreté de Beacon Hills, tout ce qui pouvait teinter la lumière qu'éclairait la lune, la lumière que faisait la lune, la lumière qu'elle éclairait sur Beacon Hills, les lampes, les néons, les lampadaires qu'il y avait dans les rues, les pancartes et les affiches sur lesquelles il y avait des néons réfléchissants. Une brume passait devant, à travers les rues, devant les pancartes, les affiches, les néons, les lampadaires, devant les lumières, les lampes de rue, d'extérieur et d'intérieur, les maisons allumées, les quartiers vides, les quartiers résidentiels, les quartiers pleins, les quartiers morts, les quartiers animés. À l'extérieur ou à l'intérieur, il y avait une brume grise, brune, noire, parfois même verte, qui teintait la lumière de l'extérieur. Corey, lui, était seul, chez lui. Il avait décidé de, tout comme Lydia, qui était à l'extérieur, qui participait au fait de devoir arrêter cette guerre entre ce monde-ci, celui de Beacon Hills, et celui de la chasse sauvage. Lydia tenait ses visions entre ses mains pour pouvoir arrêter la chasse sauvage. Entre les mains de Allison, il y avait son arc. Elle avait son arc à flèche entre ses mains. Tout comme Scott et Styles, qui étaient dans la Jeep, sur le chemin, pour arrêter la chasse sauvage.
pour arrêter la chasse sauvage, tout comme Scott et Styles dans la Jeep sur le chemin pour pouvoir venir chercher Allison, qui était avec son arc, seul dans la rue, sous un lampadaire, estompé par le regard de la chasse sauvage, estompé par le regard de la chasse sauvage, ainsi que par les nuages de brume. Ils arrivèrent ensuite, Scott, Styles, Allison, Lydia. Ils arrivèrent tous dehors, on pouvait les voir, Lydia et ses visions. On pouvait voir Scott se transformant en alpha à la pleine lune. Styles dans la Jeep. On pouvait aussi voir les chasseurs sauvages dehors. Mais dehors, à l'extérieur, il y avait Lydia, il y avait Scott, il y avait Allison avec son arc, il y avait Styles, il y avait tout le monde se battant incessamment contre la chasse sauvage. Mais de loin, Corey, lui, n'avait aucune envie de participer à la chasse sauvage. Il restait allongé sur son lit. Il réfléchissait, pas nécessairement à certaines choses qui pouvaient avoir un rapport avec la chasse sauvage, mais il réfléchissait. Jusqu'à un simple instant de silence, où ils regardèrent sa main en la passant devant lui, en pliant les articulations des doigts, en la passant devant lui, de gauche à droite, de devant à derrière. Pendant un bref instant, il fit disparaître sa main. Pendant un bref instant, il fit disparaître sa main. Tel était son don de devenir invisible. Tel était son don de devenir invisible, il fit disparaître sa main. Jusqu'à son poignet. Il fit disparaître alors sa main jusqu'à son poignet. Lorsque sa main disparaissait jusqu'à son poignet, qu'on ne put apercevoir que le reste de son bras, il entendit des murmures, de légers murmures, comme quelque chose qui lui parlait à l'oreille, qui résonnait. Il entendit des murmures, et lorsqu'il fit réapparaître sa main, cela disparaissait aussi vite que c'était apparu. Il réfléchit alors pendant un instant, se demanda ce qu'il s'était passé. Est-ce que ça avait un rapport avec la chasse sauvage, avec cette brume peu spéciale qu'il y avait dehors, qui teintait la lumière de la lune, les lampadaires de l'extérieur? Est-ce que ça avait un rapport avec tout cela? Il essaya une nouvelle fois de faire disparaître sa main, la regardant de face, de dos, la paume, les articulations, l'intérieur, l'extérieur. Il plia les doigts, les articulations, regarda le bout de ses doigts, fit disparaître sa main jusqu'au poignet, et lorsqu'il fit disparaître seulement sa main jusqu'au poignet, serrant son poing, il pouvait entendre de plus en plus les voix qui devenaient de plus en plus fortes, mais tout en entendant un orage derrière, un éclair, le bruit d'un éclair, le bruit d'un orage, le bruit d'une tempête derrière ces voix, qui étaient en train de s'estomper peu à peu. Plus il serrait le poing, plus il pouvait entendre qu'il y avait un écho qui résonnait derrière. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'écho qui résonnait derrière, cet écho qui résonnait derrière, l'orage, la pluie, les éclairs, les gouttes d'eau qui jonchèrent les murs, qui tapèrent contre les vitres, qui atterrissèrent par terre et qui frappèrent le sol. L'écho de tout ce qu'il pouvait entendre derrière à travers ces voix qui lui parlaient lorsqu'il fit disparaître sa main. Il la fit réapparaître tout de suite et ces voix disparaissèrent tout de suite. Il la fit réapparaître et réfléchit, mais c'est en serrant le poing qu'il ne savait pas qu'un écho pour un fantôme, un écho pour un esprit, pouvait être une porte de sortie
une entrée, un portail par lequel cet esprit, ce démon, cet être surnaturel, cette chose pourrait s'en aller et traverser le monde des morts jusqu'à celui des vivants. Corée ne savait absolument pas qu'il avait affaire à un être surnaturel, un esprit, une femme. C'était une femme qui avait vécu il y a bien longtemps de cela, qui avait vécu les mêmes événements. Elle avait vécu les mêmes événements. La même nuée, obscure et sombre, sobre, qui teintait l'extérieur. Cette même nuée sobre et obscure qui teintait l'extérieur, qui faisait de sorte que l'intérieur autant que l'extérieur n'était plus visible par l'œil humain, eh ben, elle avait vécu la même chose. Corée avait un contact faible avec cette femme. Chaque fois qu'il faisait disparaître une seule partie de son corps, telle que sa main ou son bras, jusqu'à son poignet, il pouvait entendre les voix. Il fit disparaître une nouvelle fois, le lendemain, tout son bras, chez lui. Le lendemain, le matin, il pleuvait. Les gouttes jonchèrent les murs de la maison, les briques étaient mouillées, les vitres étaient frappées par les gouttes atterrissèrent par terre, laissant un bruit d'écho derrière eux. Laissant un bruit d'écho derrière eux, les gouttes atterrissèrent par centaines par terre, provoquant le sol en duel. Elles atterrissèrent par centaines. Elles frappèrent le sol, elles frappèrent les vitres, elles jonchèrent les murs. Elles tombèrent par terre jusqu'au sol où elles le provoquèrent en duel. Et c'est ensuite que chez lui, tout bonnement, lors de la chasse sauvage, chez lui, Corée se mit alors face à son lit. Il prit alors son courage à deux mains. Essayant de communiquer avec cette femme, il prit son courage à deux mains. Déposèrent les mains devant lui, les bras tendus. Il ferma les yeux. Ils baissèrent la tête. Il fit disparaître le long de ses bras, jusqu'au poignet. À partir de là, seulement un murmure. Il fit la même chose de l'autre côté. À partir de là, le murmure était plus fort. Il fit disparaître ensuite l'avant de ses bras. Ensuite, l'avant de ses bras, jusqu'au bout de ses bras qui rejoignirent ses poignets. Il fit disparaître ses deux bras, et c'est ensuite que les murmures devinrent plus forts. Il vint alors à comprendre, finalement, ce qu'elle disait, ce qu'elle essayait de lui dire. C'est en faisant disparaître ses deux bras qu'il eut le pouvoir d'aller jusqu'au bout et de se faire disparaître entièrement. Sur son lit, il n'y avait plus rien, juste un écho de lui-même. Il ne savait pas encore percuter l'écho et le raisonnement de ce que lui laissait derrière lui comme écho lorsqu'il disparaissait. Il n'avait pas encore les moyens de percuter le son qu'il faisait lorsqu'il disparaissait, car toute personne, lorsqu'on disparaît de la surface de la terre, laisse un écho derrière soi, qui pourrait être une porte de sortie pour un être surnaturel, un esprit, un démon. C'est alors que Corée, qui venait de se faire disparaître entièrement, entendit alors une voix plus claire, juste à côté de lui. Il entendit une voix plus claire, beaucoup plus claire, juste à côté de lui. Il releva la tête, il serra les mains, serra le poing, et il reprit alors ses deux bras, qu'il croisa. Tout en regardant par terre, il réouvrit les yeux. Il fit réapparaître tout son corps sur son lit, dans la même position. Il fit réapparaître tout son corps sur son lit, de la même position qu'il était avant, reprit ses bras, ses mains, qu'il avait serrées en poing. En vain, il continua à serrer les poings. Il reprit alors ses bras et ses mains qu'il réouvra grand. Ensuite, il réouvrit grand ses mains et il croisa les bras. Il releva la tête, il réouvrit les yeux et il vit en face de lui
une femme qui s'était levée, une ombre au milieu de sa chambre, au milieu des ombres extérieures et intérieures, des vastes obscurs à l'extérieur, les vastes espaces obscurs, intérieurs et extérieurs, laissèrent une ombre dans sa chambre, l'ombre d'une femme, comme si elle avait les cheveux mouillés, que sa silhouette était grande, large, qu'elle imposèrent la violence, la haine. Elles imposèrent la violence, la haine, la vengeance et la rancœur. Elles en imposèrent beaucoup. Elles faisaient ressortir de la puissance, de la violence, de la haine, du pouvoir. Certaines choses qui paraissaient infâmes, certaines choses qui paraissaient infectes. Certaines choses infectes et infâmes, elles en faisaient ressortir les échos. Des échos de vengeance, des échos de puissance, des échos de mort, des échos sournois, des échos pernicieux. Elle faisait ressortir des échos pernicieux, des échos sournois, des échos malicieux, des échos perfides. Elle avait de la malice, elle était perfide, c'était un être surnaturel. Elle faisait ressortir les échos de plusieurs démons, plusieurs êtres surnaturels, plusieurs femmes et plusieurs hommes qui étaient morts. Corée entendit alors toutes ces voix à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même, il entendit toutes ces voix résonner, lui murmurer des mots, des voix, des endroits, des événements, des choses qui se sont passées. Mais ensuite, il fut face à cette femme qui apparut plusieurs fois dans sa propre chambre, chez lui. Cette femme apparut plusieurs fois et lui dit alors qu'elle avait vécu la même chose qu'il se passait actuellement dehors. Elle s'était mise à la fenêtre, avait posé sa main contre la fenêtre. Mais tout bonnement, lorsque Corée voulut la rejoindre à la fenêtre, elle disparut, sans laisser de traces, sans laisser d'écho derrière, sans laisser d'écho, de passage à un autre esprit qui pouvait venir, lui murmurer à l'oreille, sans laisser de passage derrière elle, elle disparut. Elles ne laissèrent qu'une empreinte d'une main qui avait été posée contre la fenêtre, ainsi que de la buée tout autour d'elle, qui faisait en sorte qu'on pouvait voir de manière nette et visible l'empreinte de sa main. Il y avait de la buée, voire même de l'humidité intérieure, de la buée sur les vitres, et on pouvait voir qu'une main avait été dessinée comme si elle avait été posée à plat sur le verre. Mais elle lui disparut, laissant de la buée derrière elle comme un message, laissant de la buée derrière elle comme un message, une empreinte de main, mais aucun écho visible, aucun écho qu'on pouvait entendre, aucun écho qu'on pouvait entendre, rien, un silence, une empreinte, de la buée, un espace infime dans lequel elle s'était trouvée, un espace infime dans lequel elle s'était trouvée, dans lequel elle s'était retrouvée. Face à la fenêtre, la main plaquée contre la vitre, elle laissèrent une empreinte, aucun écho, et elle disparut. Corée devait maintenant comprendre qui était cette femme, ce qu'elle voulait, et pourquoi elle lui avait apparu ce soir-là. Pourquoi lui avait-elle apparu? Lui avait-elle dit ça? Qu'avait-il compris, et que voulait-elle? Elle avait disparu, avait laissé de la buée derrière elle, en guise de message. Était-ce un message, ou était-ce autre chose? Elle avait disparu. Il l'avait appelée la femme sous la pluie. Elle avait disparu, mais elle avait laissé un message derrière elle. Ou était-ce un avertissement? De la buée, de la pluie, beaucoup d'autres choses avaient l'air d'être un avertissement. Les murmures, le fait qu'ils disparaissent, un simple aboiement d'un chien qui pouvait entendre un esprit, un démon, ou quelque chose d'autre. Un démon, un esprit, un être surnaturel, le simple aboiement d'un chien, le simple aboiement d'un simple chien en bas, accroché à une chaîne, pouvait faire guise d'avertissement. Seulement, Corée devait découvrir quoi?